de famille. Vous qui nous écoutez, avez-vous un animal de compagnie? Depuis toujours ou seulement depuis quelque temps? 61% des Français possèdent des animaux de compagnie. Chiens, chats, oiseaux, poissons, rongeurs et autres tortues. Avec 79 millions d'animaux domestiques, la France est le pays qui en compte le plus en Europe. Et le saviez-vous, ce sont les poissons sur la première marche du podium au nombre de 30 millions. Alors pourquoi avoir pris un animal de compagnie? Et lequel? Quelles sont les galères et les bienfaits que vous en retirez? Quel impact sur votre vie de famille? Est-ce que ce petit animal remplace ou s'impose dans la vie de famille? Emmanuelle Puydebas, vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Vous êtes spécialiste de l'évolution des comportements des animaux et vous avez publié plusieurs ouvrages dont Les oiseaux se cachent-ils pour mourir, L'intelligence animale, cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant, Animaux artistes ou encore Quand les animaux et les végétaux nous inspirent. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Emmanuelle, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de votre parcours, même s'il est très très riche, et ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine? Alors, il y a plusieurs grands événements. Un qui a été déclencheur, c'est une émission où j'ai écouté Yves Coppens parler des australopithèques, et bien sûr, moi, ça me faisait penser aux grands singes. Mais je pense qu'il y avait un terrain familial qui était largement favorable à ce déclenchement pour cette vocation. C'est que, voilà, c'est des animaux, moi j'ai grandi avec des animaux de toutes parts, soit chez moi, soit dans les environs. Alors chez moi, avec maman, on ramenait à peu près tous les animaux possibles à la maison. Vous étiez famille d'accueil pour des animaux? Alors on n'était pas famille d'accueil, mais après oui, disons quand j'étais toute jeune, c'était pas du tout la même époque, hein. On allait sur les marchés, il y avait des rossignols, il y avait des hamsters, on trouvait des lapins, enfin on trouvait plein d'animaux hyper facilement. Donc, comme ma mère avait une passion aussi pour les animaux, même si elle n'en a pas fait son métier, un coup on a ramené un hamster, après on a ramené un rossignol, on a ramené des perruches, mais on n'était pas famille d'accueil. C'est juste que, voilà, on ramenait des animaux domestiques à la maison pour s'en occuper. Et après, moi j'ai grandi aussi dans des histoires de famille où on me racontait qu'il y avait l'otarie chez le poissonnier qui avait un bassin dans l'arrière-cour, une femelle chimpanzé qui était au café du coin, enfin. Ah oui, voilà, et puis j'avais c'était votre univers. Ah oui, c'est mon univers. J'avais une tante qui sauvait tous les oiseaux possibles qui tombaient, les cannes. Enfin voilà, bon bref. Donc j'ai grandi dans un cocon familial. Et après, moi, j'ai fait famille d'accueil, mais chez mes parents, où les pauvres, je leur ramenais tous les animaux blessés possibles, y compris ceux qui étaient blessés du zoo. Je leur ai même ramené un jour un wallaby à la maison, un bébé wallaby, les pauvres. Donc bon, c'était une autre époque, hein. Aujourd'hui, on fait plus ça, heureusement. Mais j'ai grandi dans un terrain, oui, où on parlait beaucoup d'animaux et il y avait beaucoup de tendresse pour les animaux. Et votre premier animal de compagnie? Ah là, un hamster, Fifi. Un hamster, sacrée histoire. Fifi, c'est une histoire incroyable parce que je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans peuvent pas connaître. Où aux fêtes de fin d'année d'école, il y avait vous savez, la fameuse kermesse de l'école, à la pêche au canard, etc. Il y avait des courses de hamsters qui étaient organisées par les instituteurs. Les courses de hamsters, ah oui. Et ensuite, à la fin de la course de hamster, il y a des enfants qui repartaient avec leur hamster. Et donc moi, je suis repartie 2 fois avec mon hamster, et à chaque fois, tous mes animaux domestiques quand j'étais petite s'appelaient Fifi. Quand il y en a un qui mourait, celui d'après s'appelait Fifi. Il faudrait consulter un psychologue. Mais en tout cas, Fifi, mon premier animal domestique, c'est un hamster que j'ai récupéré à la fin d'une kermesse d'école. Et voilà, et ça a été tout une était bon aventure, pour récupérer un animal et s'en occuper chez vous. Ah oui, moi tout était prétexte, et ça a un peu changé, hein, en vieillissant, heureusement. Mais oui, tout était prétexte parce que c'était une incroyable aventure à chaque fois d'avoir un animal domestique à la maison. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre un animal domestique et un animal de compagnie? Ah, bonne question. Alors, j'aurais sûrement plein de collègues qui vous donneraient des définitions exactes et précises. Alors, domestique et compagnie. Domestique, vous avez parfois des animaux qui, au niveau génétique, ont été sélectionnés
Et puis de compagnie, là pour le coup, on pense pas du tout à ça. Quand on a un animal de compagnie, on va pas s'amuser à sélectionner les individus. Par animal de compagnie, on entend un animal qu'on va ramener à la maison et qui va intégrer la famille. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà. Après, dans les animaux domestiques, effectivement, il doit y avoir des spécialisations euh, peut-être liées aux espèces qui deviennent ensuite des races. Je pense aux animaux d'élevage, etc. Oui, parce que je me demandais s'il y avait aussi une histoire de changement de comportement de l'animal et d'attitude de l'homme qui faisait que du coup l'animal de compagnie, c'est ça, il était plus aussi complètement intégré dans la famille, dans notre histoire familiale et beaucoup plus présent dans nos intérieurs aussi. Oui, oui, c'est sûr que l'animal domestique, il est intégré à la famille et je pense que plus le temps passe, moi, quand j'étais enfant, ça restait un animal qui était enfermé dans une cage, ça ne posait de problème à personne. Mm. Personne n'était choqué que mon hamster passe une vie entière. Alors, c'est pas très long la vie d'un hamster, hein, c'est de 3 ans, enfin, 2 à 4 ans. Mais il était enfermé dans cette petite cage de 50 centimètres sur 20 centimètres. Enfin, ça veut dire c'est tout qu'aujourd'hui, on peut petit. plus trouver de hamster parce que je me demandais même où on Alors, si, achetait les animaux si, tous ces si, petits animaux-là parce que comme il n'y a si, plus on peut d'animal. encore en trouver, on peut encore en trouver. Alors oui, la loi a changé, donc ça va être plus compliqué. Mais jusqu'à encore très récemment, on pouvait encore facilement en trouver. Enfin là, je sais qu'il y a encore des animaleries qui en vendent, hein. Mm. Donc on peut encore en trouver. La différence, je pense, c'est que la sensibilité a quand même changé. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont offusquées, voire Oui. choquées de voir ces animaux passer une vie entière dans des petites cages. D'ailleurs, moi, en grandissant, quand j'ai eu d'autres animaux, a priori qu'on laisse dans des cages, par exemple des lapins, etc., j'ai jamais pu les laisser dans les cages. Moi, ils étaient tous en liberté après. Mm. Mais quand j'étais petite, c'était encore une autre époque. Et puis un hamster, ça fait des sacrés dégâts. Je veux dire, si vous le laissez en liberté, Ouais. c'est pas facile. Moi, mon petit lapin, je lui ai appris plein de choses, donc il a fait des dégâts au début, puis après, ça a été. Ah oui, vous Mais l'avez vraiment dressé. oui, alors dresser, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est intelligent, hein, les lapins, faut pas croire. Donc du coup, j'ai pu lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas possibles. Et donc avec un système, alors là pour le coup, mon métier m'a servi avec un système d'apprentissage positif, disons, avec des récompenses. Je lui ai donné d'autres moyens de ronger, parce qu'il avait besoin de ronger, ce Mhm. petit Ah lapin. oui, c'est ça reste Même des si c'est pas un animaux. rongeur, c'est un Donc, lagomorphe, mais peu importe, il a besoin de ronger. Donc du coup, vous pouvez lui apprendre à ronger autre chose que vos câbles électriques, par exemple. mhm. Et ceci dit, il faut de la place et il faut des sous quand on veut un animal de Oui. compagnie. Oui, oui, alors il faut de la place, ça c'est vrai que c'est la première chose, parce que plus l'espace est petit, plus il y a de propension à ce que l'animal soit malheureux quand même. Ensuite, il faut des sous, bah oui, parce que pour bien s'en occuper, là, ça commence par effectivement que son territoire soit confortable, mais aussi que son alimentation, elle soit en adéquation avec ce dont il a besoin. Et, Et euh, et puis, ça coûte cher. oui, c'est ça, la santé aussi, les La soins. santé, tout ce qui va avec. Ouais. Voilà, commencer par l'hébergement. Et effectivement, les soins vétérinaires sont hors de prix. Alors, il y a des assurances, hein. Tous les gens qui ont des animaux domestiques se sont posés un jour, à un moment donné, la question, est-ce que je prends une assurance ou pas? Si oui, laquelle? Et en fait, quand vous faites des comparatifs, bah, vous vous rendez compte qu'elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais dans tous les cas, ça va vous coûter cher, Mm. assurance ou pas. Mm. Et Puis alors, effectivement, oui, il faut bien les soigner, c'est la base, hein, c'est la base. Maintenant, c'est triste parce que il n'y a jamais eu autant d'animaux domestiques, mais en même temps, il me semble, au vu des derniers chiffres, qu'il n'y a jamais eu autant d'abandon. et oui, c'est ça, Donc, le incroyable. coût je pense, un lien aussi, malheureusement, avec les abandons. Parce que on se posait la question aussi, pourquoi prendre un animal de compagnie? Il y a presque pas autant de réponses que de personnes, mais c'est vrai que ça peut être pour justement de la compagnie, pour se sentir utile, pour développer la confiance en soi, pour aller à la chasse, pour accompagner un handicap. Enfin, il y a tellement de possibilités. Ah, c'est sûr. Bah, vous avez raison, il y a autant d'individus que de réponses, hein. Ça peut être vraiment. Enfin, il y a des gens qui vont avoir des visées utilitaires, effectivement. Quand vous parliez de voilà pour les chiens d'aveugle, etc. Il y a des visions qui sont parfois utilitaires, ou alors amener du réconfort à la maison. Moi, je connais plein de gens qui ont acheté ou sont allés à la SPA chercher un chien pour ramener de l'amour à la maison suite à un décès, des choses comme ça, hein. C'est l'animal pansement, comme on dit Ouais, parfois. c'est ça. Il y a Euh, une idée de remplacer, peut-être pas, mais en tout cas d'apporter cette chaleur, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont chercher l'animal pansement. Après, il y en a d'autres qui sont aussi fascinés par certains animaux et qui ont envie, besoin, je ne sais pas, de les avoir chez eux pour mieux les observer. Moi, j'ai des collègues qui ont chez eux des serpents, enfin voilà, Ah des oui, animaux, des nouveaux animaux de compagnie, parce ouais. qu'ils sont absolument fascinés par ces animaux-là. Mais ça, c'est Donc, aussi comment dire, votre travail qui fait ça, donc avec vos oui, collègues, sans tout doute. à fait, tout à fait. Après, il y a plein d'amateurs qui sont pas forcément scientifiques dans les métiers de la recherche et qui ont aussi justement ces animaux chez eux. Et ce sont des amateurs, mais qui sont aussi de grands connaisseurs, pas forcément des scientifiques au niveau professionnel, mais qui sont des grands connaisseurs. Et d'ailleurs, parfois, on s'appuie aussi sur eux pour pour légiférer sur qu'est-ce qu'il faudrait en fait avoir comme diplôme pour être en droit et en devoir de bien s'occuper d'un animal Mm. comme voilà aussi particulier que des lézards ou des serpents. Mais Oui, après, et ceci dit, c'est vrai que même un chien, un chat, un poisson, ils sont rigolos à regarder et c'est intéressant de les observer aussi. bien sûr. Et d'ailleurs, les aquariums, vous parliez des poissons. En général, les enfants, quand ils commencent par les poissons. Mm. C'est pas systématique, hein, mais c'est très souvent. Parce on a l'impression aussi que pour les poissons, ça va être facile de s'en occuper. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et en fait, si vous voulez bien vous en occuper, bah, c'est comme les autres, il faut passer du temps. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu plus facile dans le sens où, bah voilà, faut pas il n'y a pas besoin de sortir Mm. les poissons Mm. pour qu'ils aillent faire leurs besoins. Donc effectivement, en ça, c'est plus facile. Mais finalement, si vous voulez bien vous en occuper, ça prendra du temps aussi. Et ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, quand vous avez des enfants qui commencent par l'aquariophilie, bah, ils peuvent passer du temps à observer, c'est apaisant, c'est forcément intéressant parce qu'il va se passer des choses. Les poissons sont tous ophidiaux, malgré tout ce qu'on a pu en dire. Il y a beaucoup de choses à observer chez les poissons. Et justement, quand on s'intéresse à ça, on va aller chercher quel poisson je pourrais mettre, quel crustacé je pourrais mettre dans mon aquarium pour observer des choses. Et après, vous avez tout un panel de gens dont je faisais partie et qui vraiment allaient vers l'animal domestique pour chercher une espèce de tendresse et d'apaisement au sein du Mm. foyer. Ça apporte tellement oui, d'apaisement. Un aquarium, vous vous asseyez devant, c'est hyper Ouais. apaisant. Un chien va venir vous faire un câlin, c'est hyper apaisant. Un C'est chat va des se apaisements qui blottir, oui, sont, oui, c'est sûr. voilà, Ouais. c'est des apaisements différents, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça avant tout, hein. Alors, on va faire un petit stop musical en écoutant Kinvey qui chante Boule de poil et on se retrouve juste après. Chaque fois que tu me voyais, tu débordais d'amour. Pas une journée ne se passait sans que tu me tournes autour. Ouais. J'étais triste, tu étais là, quand j'allais bien aussi. Je pouvais toujours compter sur toi, de jour comme de nuit. Tu passais ton temps à me protéger comme moi je le faisais pour toi. C'est dingue tout ce que l'on a pu partager lorsque nous étions sous le même toit. Maintenant que tu es parti, je ne m'en remets pas. Et je peine à comprendre quand on me dit qu'il y en a d'autres comme toi. Non, je n'y arrive pas. Tu n'étais pour aucun animal, donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour aucun animal, donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques. On ne parlait pas la même langue, mais l'on se comprenait. Tu savais très bien te faire comprendre pour aller te promener. Pour ton bonheur, il te suffisait d'être à mes côtés. Ça me changeait des rapports humains, souvent intéressés. Depuis que tu n'es plus près de moi, je me sens comme abandonné. Comme si sur le bord de la route tu m'avais laissé en plein été. Je n'ai jamais compris comment on pouvait faire cela. Tu faisais partie intégrante de ma famille, et la famille pour moi ne s'abandonne pas. Tu n'étais pour aucun animal, donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour aucun animal, donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques,
perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible. On m'a dit remplace-le. C'est comme si tu perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Tu n'étais pour qu'un animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour qu'un animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Et tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques. Avoir un animal de compagnie, joie et galère, bienfaits et contraintes, c'est le sujet abordé aujourd'hui dans Vie de famille avec Emmanuelle Puy-Debat, chercheuse au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle de Paris, spécialiste de l'évolution des comportements des animaux et auteure de nombreux ouvrages. Emmanuel, on a parlé déjà de pas mal de choses. En fait, tous les bienfaits d'avoir un animal de compagnie, parce que dans les familles, ça demande quand même beaucoup de choix. Donc, il va falloir choisir l'animal. Après, peut-être chaque enfant voudrait son animal. Ça peut être un choix familial. Il faut lui trouver un nom. Il faut s'organiser. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut penser? Quels sont tous ces bienfaits? Ou d'ailleurs, c'est tout ce que ça nous apporte, l'intérêt pour la famille. En fait, là, par rapport à ce que vous évoquez, la première chose qui me vient, c'est le lien social. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez chercher, vous faites une démarche, déjà, vous réfléchissez. Oui, on aimerait bien, voilà. Moi, j'ai qu'un fils, donc ça résout le problème d'un animal pour chacun. Mais bon, bah voilà, il est comme moi, lui, il a grandi avec des animaux domestiques qu'il a choisis. Et le fait de réfléchir à, OK, quelle espèce on prend? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Quelles sont les contraintes? Ça responsabilise, ça crée du lien social parce qu'on discute beaucoup, on échange, et ça responsabilise parce que oui, il va falloir s'en occuper. Le premier petit animal qu'on a eu avec mon fils, c'était une petite rate qu'il a appelée lui-même Savonnette parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper au départ. Vous voyez, chaque animal a son histoire. Et ensuite, bon voilà. Quand Savonnette est morte, vous savez, un rat, c'est pareil, ça aussi. Ça vit 2 ans, c'est très court. Ouais, mais c'est du coup, ça apprend la mort aussi. Mais oui, ça apprend la vie, ça apprend la responsabilité, les bienfaits, mais aussi malheureusement les tristesses qui vont avec. Savonnette, il a fallu aller la faire piquer, elle était malade. Bon, donc faire le choix de on ne veut plus qu'elle souffre. Donc il y a une solution. Vous imaginez avec un petit bonhomme qui avait 6 ans à l'époque. Donc c'est voilà, ça fait grandir avec des joies, des tristesses. Mais ça voilà, valorise aussi, parce que les enfants sont contents vis-à-vis de leurs copains. Très fiers. Ouais. Grande fierté pour mon fils d'avoir eu un petit rat à la maison et puis d'expliquer tout ce qu'elle était capable de faire. Parce qu'un petit rat, ça résout énormément de problèmes cognitifs. On s'est un petit peu amusé et ça l'occupait aussi, Savonnette. Donc, bien sûr, il était très fier de raconter ça. Et pour maintenant, on a un petit chien à la maison, un petit bichon, Lily. Lily, c'est pareil, il en est très fier. Et alors, quand j'allais à l'école le chercher avec Lily, même encore au collège, même si c'est un vieux de 6e, il est hyper content que je vienne avec Lily. Et là encore, ça crée du lien social. Mais oui, le chien, quand on le sort... Bien sûr. Et donc, ça permet aussi l'activité physique, finalement, parce que bien du coup, sûr. Moi, ça la personne qui la promener. C'est très bon pour mes problèmes cardiovasculaires. Ça a été démontré, d'ailleurs. Qu'effectivement, les gens qui avaient des chiens avaient moins de problèmes cardiovasculaires parce que ça crée de la balade. Et je vais vous dire, pourtant, j'en ai eu des animaux domestiques. Mais depuis qu'on a Lily, elle a 4 ans, la Lily. J'ai jamais discuté avec autant de gens en dehors de mon appartement. Je veux dire, je vais me promener, je n'ai jamais discuté avec autant de personnes. Donc, c'est des contraintes minimes finalement par rapport à tout ce que ça apporte. Ah, mais c'est une certitude. C'est une certitude. Bien sûr, il y a des contraintes, mais dans la vie, il y a toujours des contraintes. Mais là, en l'occurrence, les bienfaits sont phénoménaux. Je veux dire, et d'ailleurs, que ce soit à l'intérieur même du foyer, je veux dire, il y a un souci, un chagrin, mon fils a un chagrin. Le premier remède, j'ai beau lui parler, le câliner, le rassurer, le premier remède, c'est Lily. Ouais, ça va être le chien qui vient sauter, parce qu'ils sentent beaucoup, ils sont très sensibles aussi aux émotions finalement. Il y a un côté, l'animal a un côté empathique.
complètement, il y a énormément d'empathie. Alors, ça doit dépendre des races de chiens aussi, bien sûr, hein. Là, on travaille en recherche là, avec une collègue sur des capacités cognitives chez des chiens. Il y a des chiens qui ont plus ou moins de capacités, ça dépend des tests qu'on leur fait passer. Mais en termes d'empathie, c'est extraordinaire. Alors justement, ils sont tellement malins, tous ces animaux domestiques et ces animaux de compagnie, là, que quelquefois, ils peuvent un peu nous dominer et prendre la main. Il y a quand même un moment où il faut faire... Oui, faut montrer aussi... ouais, d'accord. un Comme peu les enfants, hein. Ouais. Sans vouloir faire de mauvais transferts, moi j'ai pas beaucoup d'autorité sur mon fils, mais j'en ai pas beaucoup non plus sur mon chien, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent, heureusement. Et effectivement, non mais là c'est vrai qu'on en rigole, mais il y a des fois des drames, hein. Vous avez des gens qui ne s'en sortent plus, avec des chats, mais avec des chiens, mais aussi avec des chats. Vous avez des chats qui sont passés dominants dans le foyer. Et là, pour le coup, il y a des vétérinaires maintenant qui comportementalistes, hein, qui sont spécialisés dans les comportements et qui peuvent justement aider les gens à comprendre à quel moment... c'est quoi l'alerte, ouais, à quel moment il faut... Ah bah l'alerte, c'est quand ça vous pourrit la vie, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Hein, c'est le chat qui décide quand on mange, c'est le chat qui je pense au chat parce que j'ai plus d'exemples de chats que de chiens en fait. Mais ça doit exister aussi chez les chiens. Vous avez des animaux qui vont vous détruire tout dans l'appartement, qui vont être agressifs. Je pense que l'alerte, c'est l'agressivité. Enfin, la première alerte, c'est quand même quand vous n'êtes plus libre vous-même de vos choix. C'est-à-dire que vous vivez à travers l'autre et pour l'autre en premier. C'est peut-être une première alerte, sauf si vous en êtes heureux. Si à un moment donné, vous sentez que ça crée des soucis, des tensions dans la famille, de la fatigue, des contraintes qui devraient pas exister, des surcontraintes, on va dire. C'est que là il y a probablement un problème et que oui, la hiérarchie peut-être c'est inversé. Je parle de hiérarchie même s'il n'y a pas forcément besoin d'en mettre une, mais chez certaines espèces c'est important. Que l'animal il sache qu'il y a quand même quelqu'un qui commande, mais en tout cas qu'il faut suivre. Voilà, qu'il faut suivre. Ça aussi, c'est bien pour les enfants de leur apprendre. C'est pas mal, qu'il y ait des règles. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça multiplie, pour la famille, c'est vrai que ça multiplie aussi les avantages presque. Oui, c'est ça. À partir du moment où vous arrivez à transmettre les règles et les limites, franchement, je vois que du bonus, moi, pour les animaux domestiques. Chaque animal que j'ai pu avoir à la maison depuis que je suis petite, hein, rossignol, perruche, hamster, lapin, j'ai même eu un petit canard à un moment donné. Bref. On a eu chat, on a eu un petit chat, une petite chatte, on a eu là un petit chien. Chaque animal va vous apporter quelque chose de différent et va vous surprendre en fait. Moi, mon petit lapin, je me souviens, j'ai été extrêmement surprise par sa capacité à me duper. Il était capable de me faire croire qu'il allait à un endroit pour pouvoir récupérer une friandise qui était dans l'autre pièce. Enfin, oui, mais donc c'est là où il faut prendre le temps de les observer et être curieux aussi un peu de ce Exactement. Et c'est ce que je transmets d'une manière générale. C'est mon émerveillement en fait pour le monde animal. Moi, dans mes projets scientifiques, je travaille quasiment que avec des animaux sauvages, mais en fait, c'est pareil. C'est aller chercher de l'émerveillement, et l'émerveillement, il commence par l'observation. On a perdu du temps d'observation. Ouais. Il faut prendre le temps d'observer. Alors, il y avait quelque chose qui était très intéressant à observer. Là, c'était la 6e édition. Je ne sais pas si vous y avez participé ou si vous en avez entendu parler. C'était la Grande Marche des Teckels. Oui, non, j'en ai entendu parler. Qui était à Paris, donc là, qui a toujours lieu en novembre. Donc, c'est aussi assez étonnant de voir à quoi on arrive. Il y a des bars à chats, il y a des bars à chiens. C'est incroyable. Il se passe quand même des choses assez étonnantes. Tous les magasins qui se développent. C'est vrai et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est tellement humain. C'est-à-dire qu'il y a énormément de paradoxes dans l'espèce humaine. Vous allez avoir des extrêmes dans les attitudes et dans les comportements des gens qui sont hyper questionnants. Et voilà, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Hein, la relation homme-animal, elle est hyper complexe. Et d'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qui est problème éthique. Parce que voilà, les bars à chats, etc., on peut se poser la question. Est-ce que les chats, ils sont vraiment heureux là-dedans? Ça a l'air, hein, j'en sais rien. Moi, je juge pas. Mais je pose la question. Continuer à se questionner. Ben oui, c'est ça, il faut se questionner. On a des bars à chats. Et inversement, il y a énormément d'abandon encore. C'est triste à mourir, le nombre d'abandons qu'il y a. Donc, c'est tous ces paradoxes qu'il y a, ces extrêmes qu'il y a, où il faudrait essayer de trouver des consensus pour mieux les protéger, quoi. Et la marche des teckels, vous imaginez, ça veut dire cette passion qu'il y a pour cette race. Et c'est vrai qu'ils sont extra, les teckels. Enfin, pas facile d'avoir un teckel chez soi, paraît-il.
Mais voilà, ça crée des passions. Et vous parlez d'animaux utilitaires. Les teckels, ils sont utilisés pour aller chercher des truffes dans le sud-est de la France. J'habitais à un moment donné pas loin d'un élevage de teckels où ils leur apprenaient à détecter les truffes. Voilà, c'est des choses qui sont passionnelles, utilitaires ou pas. Il y a beaucoup d'affection là-dedans et il y a beaucoup d'émotions et parfois d'émotions négatives aussi très fortes. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parfois. C'est ces paradoxes qu'il y a dans notre rapport aux animaux. Ouais, l'évolution de la relation en fait entre les animaux Ouais. et nous humains. Ouais. Un grand merci Emmanuelle Pouydebas pour ce temps trop court mais de partage et de vos connaissances. Chers auditeurs, que vous ayez ou non un animal de compagnie, je ne peux que vous encourager à regarder, écouter et lire tout ce que nous propose Emmanuelle Pouydebas. C'est accessible et passionnant. Un grand merci. Merci à vous. Retrouvez les émissions Vie de Famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. C'était Vie de famille.